Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs du vendredi 22 octobre. On revient en images et en mots sur les actualités qui ont marqué ces dernières semaines sur le site de vuedailleurs.com. Des actualités politiques, économiques, culturelles, sociales et puis aussi des interviews. Alors on commence cette fois-ci par une actualité internationale avec une véritable préoccupation économique aussi, puisque on va parler de la pénurie mondiale de puces électroniques, une réalité qui touche beaucoup de secteurs de l'économie. L'automobile d'abord, avec une chute brutale des ventes de voitures en septembre de 23% en Europe. La production est stoppée par manque de composants, alors que ces véhicules en sont de plus en plus connectés et donc équipés. Les constructeurs automobiles sont en concurrence avec d'autres secteurs gourmands aussi, avec ces puces électroniques, notamment l'informatique et l'électroménager. Et la pénurie ne devrait pas s'arrêter avant le courant de l'année 2022, selon les analystes. Depuis le début de l'année, dans le secteur automobile, seuls Stellantis et Volkswagen progressent avec chacun plus 8% de ventes. Et on a des constructeurs comme Renault qui annonçait encore ses résultats ce matin, ou Daimler qui affiche des baisses de 6% des ventes, et même Nissan et Ford qui perdent jusqu'à 10%. Et actualité en France à présent, et c'est d'ailleurs notre interview de la semaine. Bonjour Philippe Dort, vous êtes homme politique, président du Grand Port Maritime de Bordeaux et ancien élu de Gironde, élu socialiste. Alors vous avez écrit un édito sur le site de vuedailleurs.com intitulé « Le radeau de la Méduse », un édito cinglant. D'ailleurs on comprend que vous parlez du naufrage socialiste. Alors est-ce que c'est une autocritique, c'est un pamphlet? Quel était l'objectif de cet édito quand vous l'avez écrit? Et à cette époque-là, il faut se rappeler que nous étions au niveau du vote du Parti socialiste pour désigner sa candidate ou son candidat. À cette époque-là, tout le monde a remarqué qu'il y a eu un refus de la direction du Parti socialiste d'organiser un débat contradictoire ou, pourquoi pas, complémentaire entre les deux candidats, c'est-à-dire entre Anne Hidalgo, maire de Paris, et Stéphane Le Foll, que je soutenais, que je soutiens toujours d'ailleurs, c'est un ami politique très proche, qui est maire du Mans et qui était ancien ministre de l'Agriculture et ancien porte-parole du gouvernement. Tout ceci m'a choqué, ce manque de démocratie au sein de mon parti, auquel j'appartiens depuis 44 ans maintenant, m'a beaucoup choqué. Bon, donc j'ai poussé un coup de gueule, comme d'autres d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Maintenant c'est fini, il y a une candidate qui a été désignée, avec des méthodes, moi je n'accepte pas, mais qui a été désignée, c'est la candidate du Parti socialiste, donc le Parti socialiste a une candidate, donc je voterai socialiste. Voilà, c'est plus la position aujourd'hui d'Olivier Faure qui m'inquiète que la candidature d'Anne Hidalgo, qui, je l'espère, va démarrer sa campagne, et c'est demain, le meeting d'ouverture de la campagne à Lille, avec Lionel Jospin et Martine Aubry. Mais alors justement, sur quoi peuvent encore se démarquer les socialistes aujourd'hui dans ce début de campagne? Je crois que les socialistes, il faut qu'ils rentrent dans un esprit de parler à la France, c'est-à-dire au peuple de France, pas à des catégories. Voilà. Nous sommes un grand pays, mais qui est en souffrance, avec 5 ans bientôt de présidence d'Emmanuel Macron, qui, bien sûr, a dû gérer la crise sanitaire, mais qui a quand même démontré qu'il était plus le candidat des riches que le candidat du peuple en général. Aujourd'hui, nous avons des gens qui souffrent, des millions de gens dans notre pays qui travaillent dur, qui sont au SMIC, qui gagnent 1180 € par mois et qui n'arrivent pas, à partir du 10 du mois, à terminer le mois. On ne vit plus aujourd'hui avec le SMIC, on survit. Voilà un grand sujet. Je crois aussi qu'il y a un grand sujet qui doit nous sortir de nos frontières, c'est-à-dire la problématique de la France dans le monde. On est en train de se rendre compte quand même que la Chine avec Taïwan, la Russie, la Corée du Nord, les États-Unis, la Turquie sont des pays qui sont assez quand même belliqueux, on le voit. Et nous allons peut-être devant un avenir très compliqué. Je crois que celle
que lui, qui sera président de la République, va devoir être reconnu par ces grands personnages comme Poutine, Xi Jinping en Chine ou Biden aux États-Unis. Mais justement, est-ce que pour vous, la candidate socialiste a fait un ménage idéologique? Est-ce qu'elle a des idées à proposer pour convaincre d'abord les Français et puis pour essayer de s'imposer aussi sur la scène internationale si elle était élue? Quelles sont les grandes idées qu'elle peut développer? Alors, elle est quand même, au niveau de la scène internationale, bon, elle est quand même maire de Paris. Maire de Paris, c'est pas rien. Bon, quand on est maire de Paris, d'une capitale, on est connu, bien sûr, dans le monde entier. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas senti la grande ligne maîtresse de notre parti pour parler globalement de la France de demain. Mais ça, je ne lui en ferai pas grief, puisque c'est à partir de demain que nous allons avoir cette dimension qui va nous armer, nous pénétrer pour que tous puissions faire la meilleure campagne. Ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est ce qu'a dit, et c'est pour ça que comme je suis un vieux guerrier et je ne suis pas un perdreau de l'année, je connais certains responsables du Parti socialiste qui ont peut-être d'autres idées derrière la tête. Quand j'écoute notre premier secrétaire face à Jean-Michel Apathy sur LCI Tout et qui dit alors que moi, je suis là pour Olivier Faure. Il dit, et il me dit, j'espère qu'elle ira jusqu'au bout, et je suis tombé de l'armoire quand même. Si son principal soutien, moi j'ai soutenu Stéphane De Foll, si son principal soutien doute comme ça, moi ça me démoralise en tout cas. Donc bon, j'espère que tout ceci est derrière nous et que les choses vont avancer. Je ne souhaiterais pas que certains, pour quelques intérêts personnels de rester à la tête de petits partis pour vendre sur les vide-greniers de la politique les 5, 6, 7, 8% que l'on peut discuter avec les uns et les autres, eh bien, en tout cas, vous effacez dans 2, 3, 4 mois derrière, notamment Yannick Jadot. Mais justement, si ça décollait pas du côté d'Anne Hidalgo, est-ce que vous solliciteriez un rapprochement avant le premier tour avec les Verts et derrière les Verts? Je crois qu'il faut que le Parti socialiste aille jusqu'au bout. Quand on fait la somme de tous les candidats de gauche, la gauche est à 25%, 25, 26, 28, ça dépend. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Jamais, avec un score de cette nature-là, la gauche sera au deuxième tour. Donc si nous n'arrivons pas à décoller, et si l'ensemble des gauches n'arrivent pas à décoller de ces 25-30%, eh bien à ce moment-là, il faut que le Parti socialiste aille jusqu'au bout, parler de ses idées. Et certainement qu'après tout ceci, si nous n'arrivions pas à décoller, eh bien après tout ceci, il y aura très certainement une recomposition politique générale dans ce pays. Macron, on voit bien, la République en marche, c'est évanescent, la droite est fractionnée, la gauche est complètement balkanisée, et les extrémistes, qui ont certes des figures et des grands tribuns, répètent comme une aiguille à micro-sillon toujours la même chose depuis des années. Donc ce pays a besoin de se reconstruire au niveau de ses idéologies, de se recomposer et d'avoir des vraies organisations politiques avec des personnalités qui sont pas des seconds couteaux, des troisièmes couteaux, du petit plomb pour chasser la grive, quoi. Là, c'est sérieux, les élections présidentielles. C'est sérieux. Et on se rend compte depuis quelques années que la capacité des femmes et des hommes politiques de notre pays, tous partis confondus, sont quand même assez médiocres par rapport à ce que nous avons pu connu avec des Hollande, des Sarkozy, des Chirac, des Mitterrand, des Jospin, des Martine Aubry, des Ségolène Royal, etc., où il y avait quand même, qu'on les aime ou pas, on avait du souffle. Aujourd'hui, on est un peu atone au niveau de la République française. Et c'est beaucoup plus grave que l'état du Parti socialiste. Parce que si c'était que l'état du Parti socialiste, ça serait pas très grave, ça serait une affaire du Parti socialiste. Là, je crois que c'est une affaire globale. Donc le radeau de la Méduse pour vous, c'est finalement l'économie, tout le monde, la France. Vous êtes un peu décliniste aussi. Un peu. C'est pas uniquement le radeau de la Méduse du Parti socialiste. C'est un peu le radeau de la Méduse de l'organisation politique française qui n'arrive plus à convaincre, qui n'arrive plus à parler au peuple de France.
sur des vrais sujets qui les intéressent, et on se rend compte qu'on a de plus en plus de gens qui sont dans des bulles, qui sont un peu hors sol. Et ça, c'est global, parce que nous sommes devant un personnel politique d'héritiers aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui ont fait les grands partis qui ont été mis en œuvre en politique après des grandes problématiques sociales, comme les guerres, comme des choses comme ça. On a des gens qui sont des héritiers des technocrates. Et donc ça, c'est une pensée unique, globale, atone. La France a besoin d'autre chose pour peser dans l'Europe, mais aussi dans le monde, et prendre les bonnes décisions pour les personnes qui, au quotidien, dans notre pays, souffrent de... Merci beaucoup, Philippe Dort, d'avoir été avec nous. Le radeau de la Méduse, je rappelle, votre édito à retrouver sur le site de vuedailleurs.com. Actualité culturelle à présent, et il vient tout juste d'être déballé il y a quelques jours. On parle bien sûr de l'Arc de Triomphe qui trône en plein Paris et qui avait été recouvert de tissu pour se moderniser dans un hommage posthume de Christo. Une structure, l'Arc de Triomphe, une structure historique, héritage de Napoléon afin de célébrer ses victoires militaires, qui avait été érigée en 1836 en haut de l'avenue des Champs-Élysées, que l'artiste trouvait magnifique pour être réinterprété comme objet d'art, comme il l'avait fait d'ailleurs avec le Pont-Neuf un peu plus tôt à Paris, ou même le Reichstag à Berlin en 1995. Christo et sa femme Marie-Jeanne ont voulu donner un aspect sensuel au monument grâce à un emballage en tissu. Et puis finalement, après 2 semaines d'empaquetage, eh bien, ce sont 800 000 visiteurs environ, selon les analystes, qui se seraient déplacés donc, au pied du majestueux monument, du majestueux arc, qui avait donc décidément un air de modernité en plein Paris en ce mois d'octobre. Et enfin, on termine avec une actualité économique et sociale. On va parler d'agriculture et de pouvoir d'achat au centre des débats. Alors que la loi Egalim 2 se finalise au Parlement, le mouvement de la ruralité, lui, reste sur sa faim. Sur le site de Vue d'ailleurs, le syndicat agricole publie un communiqué. Il est mécontent. La loi Egalim 1, votée par le Parlement en 2018, ne permet toujours pas de rémunérer justement les agriculteurs. Selon lui, le mouvement dénonce la domination toujours très forte des distributeurs, et les agriculteurs continuent de vendre à perte, ce qui était pourtant un des objectifs de cette loi LMR. Le mouvement de la ruralité demande une plus grande transparence des prix du producteur jusqu'au prix final pour que les Français choisissent de consommer des produits respectueux de la chaîne de transformation du produit et donc de l'agriculture. Voilà, c'est la fin de ce JT de Vue d'ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.